pour ce nouveau rendez-vous de CPME 31 TV. Alors on vous reçoit aujourd'hui dans la salle de sport Full Fitness. C'était pour illustrer la difficulté que traversent bon nombre d'entreprises qui ont été fermées administrativement, qui ont été empêchées de commercer, de recevoir et de rencontrer leurs clients. Aujourd'hui nous allons débattre d'un thème, l'éco must go on, comment vivre avec le virus. Effectivement, vivre avec le virus, c'est ce que font les entreprises depuis un an maintenant et qui, une durée de reprise qui s'éternise, une campagne de vaccination qui patine un petit peu. Donc on sait que pendant plusieurs mois encore, les entreprises vont devoir vivre avec le virus et c'est ce thème-là que nous avons voulu aborder. Alors comment continuer à vivre avec ce virus quand on est entrepreneur? Comment s'adapter à la crise sanitaire qui est polymorphe? Elle va encore changer de physionomie dans les semaines à venir et quel soutien des collectivités pour accompagner ce mouvement de redémarrage et de reprise. Pour y répondre, j'ai le plaisir d'avoir Samuel Sett à mes côtés, qui est le président de la CPME 31 et la CPME Occitanie, Dominique Faure, maire de Saint-Orens et première vice-présidente de Toulouse Métropole, en charge de l'économie, de l'innovation et de l'emploi, qui a accepté de venir débattre avec nous. Philippe Léon, vous êtes le président de la Fédération des commerçants de Toulouse. Vous nous direz un petit peu quelle est la situation du commerce dans notre ville. Et Mathieu Roudier, vous êtes vice-président de la CPME 31, président de la section artisanat, mais également président assesseur de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Haute-Garonne. Alors, Samuel Sett, le thème « Vivre avec le virus », il va falloir encore vivre plusieurs mois avec ce virus et surtout ses conséquences qui vont s'étirer sur plusieurs mois. Est-ce que les entreprises vont pouvoir tenir ? Alors c'est parfaitement corrélé, ma réponse sera parfaitement corrélée avec le délai de vaccination. Ça, c'est un point important. Le gouvernement s'est jusqu'à ici positionné sur une immunité collective ou en tout cas l'intégralité de la population vaccinée à la fin de l'été. C'est une perspective sur laquelle nous nous raccrochons, puisque dans la tempête et dans l'imprévisibilité, il nous faut quand même des éléments, des sorties du tunnel. Donc ça, c'est le premier élément. Nos entreprises vont sortir de cette période en tout état de cause très endettées et avec un volant de recovery important, c'est-à-dire comment allons-nous sortir de cette période et comment allons-nous être en capacité, une fois que nous pourrons rouvrir, d'être accompagnés sur plusieurs mois ou plusieurs années, en tout cas avec une sortie en sifflet, puisque parmi les éléments sur lesquels nous souhaitons attirer l'attention du gouvernement, c'est la sortie de cette crise-là. Nous sommes au milieu, ou en tout cas en pleine crise. Nous devons cependant envisager la sortie, et la façon dont nous sortirons sera tout aussi importante de la manière dont nous sommes rentrés. Ça veut dire que les aides devront se poursuivre en soutien des entreprises encore plusieurs mois après l'été 2021 ? En tout cas, après que nous puissions réouvrir. Donc je ne veux pas donner de date puisque je vais les laisser au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement, vous l'aurez noté, je pense. Très bien. Alors Dominique Faure, pour que l'éco must go on, puisque c'est le thème de cette rencontre, de ce débat, c'est-à-dire vivre avec le virus et ses conséquences, la métropole, dont vous êtes la première vice-présidente, a mis en place un plan de relance. Est-ce qu'on peut en donner les grandes lignes et comment il vient en soutien des entreprises du territoire métropolitain ? Alors, en fait, deux plans ont été portés par la métropole, un plan d'urgence et un plan de relance. Donc on est là situé au mois de juin-juillet 2020 et effectivement ces plans se poursuivent parce qu'on est effectivement complètement conscient du fait qu'il nous faut traverser la crise, mais il nous faudra aussi bien sortir de la crise. Donc ces plans, ils se sont articulés au travers de mesures fiscales, bien sûr, avec les 2/3 de CFE qui ont été exonérés. Donc là, il faut quand même savoir que même si le gouvernement nous a imposé cette exonération, pour la moitié, l'État l'a pris en compte et l'autre moitié a été pris en compte par la métropole. Ensuite, on a travaillé sur un plan de relance orienté autour de la commande publique, on va dire une composante keynésienne de la relance par la commande publique. Et là, c'est pas moins de 50 millions qui sont soit dépensés, soit engagés en fin d'année, pas encore dépensés. Alors évidemment, c'est principalement les entreprises du BTP, de la construction, de la transition énergétique. Et puis à côté de ça, on a encore mis 45 millions au service d'actions très concrètes autour
de sujets qui nous tiennent à cœur sur notre territoire et on sera peut-être amené à en parler. À la fois les commerces, bien sûr, je suis sûre qu'on va en dire quelques mots, mais aussi les TPE, les PME et les grandes entreprises avec ce vrai sujet sur notre territoire qui est comment proposer une reconversion à nos salariés de l'aéronautique. Ou bien des gens qui sont vraiment dans la supply chain et dans l'industrie aujourd'hui, ou des prestataires de services qui sont au service de cette supply chain et qu'il nous faut aujourd'hui, on va dire, accompagner dans leur reconversion sur des filières porteuses de notre territoire. Et des actions déjà de formation ou de reconversion ont déjà été engagées ou sont déjà réalisées? Oui, alors là on travaille vraiment main dans la main avec la Directe et avec le Conseil régional. Et on peut dire aujourd'hui que beaucoup de ces acteurs du numérique et qui étaient ou détachés ou au forfait, mais qui travaillaient sur des développements au service de nos gros industriels de l'aéronautique, eh bien, certains sont aujourd'hui par dizaines, voire centaines, soit dans des startups, soit dans des industries, on va dire, connexes. Je voudrais juste prendre l'exemple de Hyperloop. On a eu l'occasion d'en parler. Eh bien, aujourd'hui, il y a une centaine d'ingénieurs qui sont chez eux mis à disposition par Altran. Très bien. Alors, ce plan de relance, son efficacité dépendra de la rapidité de la mise en œuvre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de la consommation des crédits ou de l'engagement des crédits que vous aviez fléchés? Alors, je suis satisfaite parce que j'ai vu avec quelle efficacité les services de la métropole se sont mis en ordre de marche dès le mois de juillet pour justement à la fois engager les crédits qui étaient prévus. Je rappelle que la métropole investit autour de 350 millions d'euros en 2020 et que nous voulions investir 50 millions de plus. Donc ils ont mis les bouchées quadruples, aussi bien dans les services pour écrire les cahiers des charges, et puis aussi bien au niveau de la commande publique qui a dû véritablement accélérer ses travaux pour pouvoir faire en sorte que cet argent public soit vraiment injecté dans le tissu économique de la métropole. Alors, vous parliez du bâtiment et des travaux publics qui allaient être un des premiers bénéficiaires du plan de relance. Mathieu Roudier, vous êtes vice-président de la CPME 31, notamment et président assesseur de la Fédération française du bâtiment et des travaux publics de Haute-Garonne. Est-ce que vous voyez déjà des effets de ce plan de relance métropolitain? Est-ce que vous voyez davantage d'appels d'offres sortir, vous qui avez une vision globale sur le secteur? Alors, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc peut-être je fais un petit rappel sur ce qui s'est passé en 2020, puisque en 2020, on a eu un arrêt brutal, comme l'ensemble des entreprises de France, le 16 mars. Pendant 8 semaines, on a été arrêtés pour reprendre en gros mi-mai. Voilà, on a rencontré des difficultés, notamment par rapport à l'éligibilité de l'activité partielle, puisque le ministre Pénicaud n'était pas dans un premier temps favorable, malheureusement. On a eu des difficultés avec les masques, des difficultés également avec les protocoles de reprise. On peut se féliciter aujourd'hui d'avoir pu reprendre. On peut se féliciter également d'avoir les autorisations, d'avoir pu continuer, notamment par rapport au second confinement. Aujourd'hui, on peut regarder ce qui s'est passé dans le rétroviseur. Donc sur 2020, on a eu une contraction de chiffre d'affaires de 15% qui correspond en fait à ces 8 semaines, à ces 2 mois d'arrêt d'activité. On a repris ensuite des chantiers qu'on avait traités quelque part avant Covid. Aujourd'hui, sur 2021, notre préoccupation, c'est justement le carnet de commandes au second semestre 2021 et pour l'année prochaine, puisque nous continuons en fait de réaliser des travaux que nous avions traités avant le Covid. Voilà. Donc aujourd'hui, pour terminer sur la situation en fait des entreprises du bâtiment, 90% des entreprises du bâtiment ont moins de 10 salariés. Il faut savoir qu'elles sont rentrées dans la crise avec un taux de marge moyen aux alentours de 2%, avec des fonds propres, en fait, des entreprises qui sont souvent sous-capitalisées, donc qui avaient déjà des problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, ces problèmes de trésorerie ne sont pas, entre guillemets, visibles. Pourquoi? Parce qu'on a eu la chance d'avoir des PGE et des mesures de soutien Les PGE ont été beaucoup demandés dans le secteur du BTP ou pas plus? Non, je pense qu'on est au-dessus des autres filières. Alors certaines entreprises ont dû avoir recours justement à taper dans la trésorerie qu'ils avaient obtenue par rapport à ce PGE. Il y a eu également des exonérations de charges. Voilà. La difficulté aujourd'hui, ça va être de savoir comment ces PGE vont être
aujourd'hui, on doit faire des choix, c'est-à-dire est-ce qu'on les rend, est-ce qu'on les lisse, voilà. Donc les entreprises vont faire ce type de choix. Les entreprises ont également à identifier les charges qui vont devoir être payées, celles qu'elles n'ont pas payées en 2020 puisqu'elles ont été non exonérées, mais décalées, reportées. Voilà, donc tout ça, aujourd'hui, si vous voulez, on a peur que... on a réussi, si vous voulez, à passer la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a une grenade à fragmentation qui est en train d'arriver. On est très inquiet par rapport au carnet de commandes parce que le seul moyen pour s'en sortir, ça va être effectivement d'avoir au moins un volume équivalent. Les projections sur 2021, c'est de revenir, c'est plus 10 par rapport à 2020, mais en 2020 on a fait moins 15. Donc en réalité, on fait moins 5 par rapport à 2019. Par rapport à 2019. C'est très préoccupant. Et donc vous dites c'est préoccupant, les carnets de commandes, surtout pour le deuxième semestre 2021. Est-ce que le plan de relance, notamment de Toulouse Métropole, qui cible, Dominique Faure l'a dit, beaucoup le secteur des BTP, est-ce que vous en voyez déjà des effets, en tout cas des signaux positifs pour les mois à venir ou pas encore? Alors l'approche keynésienne que vous évoquiez tout à l'heure, elle va être primordiale pour nous. Pourquoi? Parce que si on regarde la segmentation de notre chiffre d'affaires, 44% c'est le neuf, on va dire. Donc le logement aujourd'hui rencontre de difficultés. On parle de moins 20%, donc on sait que ce volume ne sera pas au rendez-vous. La commande industrielle, on l'a évoqué également, malheureusement, la filière aéronautique et la constellation des sous-traitants d'Airbus font que les investissements sont reportés ou gelés. Les bureaux, on va dire tout le tertiaire aujourd'hui est en réflexion par rapport aux difficultés de l'aéronautique, mais également par rapport à une réflexion plus globale sur le télétravail, etc. Donc ces projets sont également gelés. Le plan de relance du gouvernement est essentiellement axé sur la rénovation des bâtiments. Donc ça, c'est 56% de notre activité. Mais on compte évidemment sur les acteurs majeurs, dont Toulouse Métropole évidemment, pour nous aider à constituer ces carnets de commandes. Donc on travaille activement avec notamment les services de M. Trottmann pour identifier quels vont être les sujets. Voilà, bon, aujourd'hui, le plan d'investissement est vigoureux, mais on souhaite qu'il le soit un peu plus parce que on a une visibilité quand même aggravée de la situation. Très bien. Alors, Philippe Léon, vous représentez, on va dire, le secteur du commerce, puisque vous êtes le président de la Fédération des associations de commerçants de Toulouse. 33 associations, à peu près 1500 commerçants, donc c'est conséquent, vous êtes bien représentatif du secteur. Comment vous préparez à amorcer cette reprise? Je crois que vous avez lancé il y a quelques jours une application. C'est aussi une réponse à la reprise et vivre avec le virus dans les mois qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien entendu. Alors d'abord, c'est un contrat d'objectifs et de moyens que nous avons signé avec Toulouse Métropole qui porte sur 3 objectifs. Un premier objectif est le retraitement des déchets au niveau des CHR sur l'empreinte métropolitaine. Le deuxième des cafés, hôtels, restaurants. Oui, cafés, hôtels, restaurants, pardon. Le deuxième sujet concerne la digitalisation des commerçants. Et enfin, le troisième sujet, dans le cadre de cette digitalisation, est la mise à disposition pour l'ensemble des consommateurs de la métropole toulousaine d'une application permettant à réenchanter le parcours commerçant au sein des différentes entités de la métropole. Vous voulez faire revenir les consommateurs au centre-ville et dans les centres-villes, pas que Toulouse, ça peut être Blagnac, ça peut être Saint-Orens. Absolument. Si vous voulez, il faut savoir que le commerce, au niveau de la métropole, sort d'une période noire. Comme jamais, je pense, on en a vécu depuis des générations. On a eu une séquence avec tout d'abord Sivens, rappelez-vous. Enchaînant un an après avec une séance Gilets jaunes qui a duré 18 mois. 18 mois exactement. Ensuite, le problème des retraites, bloquant tous les centres-villes, bloquant les rocades. On a oublié tout ça. Ça a mis à genoux bon nombre de commerçants. Et le Covid est arrivé. Le Covid. Si vous voulez, on est vraiment dans une séquence où les gens ont pris le samedi d'autres habitudes. Ont oublié le côté enchanteur de nos centres-villes. Pourquoi? Parce que se faire gazer tous les week-ends, c'était pas très agréable. Et donc, on est arrivé à une situation où, sur Toulouse, on ne voyait plus de couple avec enfants. Il n'y avait plus un seul enfant dans la ville, de peur
des affrontements permanents. Alors comment vous les faites Donc aujourd'hui, revenir si vous voulez, l'idée c'est quoi? C'est de tout simplement communiquer grâce à cette application sur tout ce qu'il y a de positif dans nos différentes villes. C'est-à-dire tout ce qui s'y passe. Et il s'y passe des centaines de choses. Alors effectivement, si vous êtes amateur de musique et si vous êtes amateur d'opéra, c'est très simple d'avoir l'information par rapport à l'opéra à Toulouse. Par contre, si vous êtes intéressé par le jazz manouche, ça devient beaucoup plus compliqué. Et savoir que ce soir, dans un bar de Saint-Cyprien, il va y avoir un petit groupe qui arrive d'Espagne, c'est plus à la portée de tout le monde. Et c'est l'ambition de l'application. Redonner cet enchantement aux consommateurs, redonner cette information de manière à ce que les gens reviennent vivre. Donc les vous allez centres-villes. alimenter un agenda de manifestations culturelles sur Absolument. votre application. Nous, notre conviction en tant que commerçants, c'est que les commerces seront sauvés si les consommateurs reviennent dans les commerces. C'est la base de cette application. C'est réenchanter le parcours marchand pour les consommateurs. Et donc, on parle aussi de numérique dans cette convention. Et donc, au sein de cette application, il y a également un marketplace pour permettre à la population de notre métropole de pouvoir consommer auprès des commerçants. C'est la deuxième partie de l'application. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1150 commerçants inscrits. Cette application a été lancée hier, c'est tout Comment récent. elle s'appelle cette application? Tout Toulouse Shopping. Tout Toulouse Shopping. Donc Absolument. on la trouve sur iOS, Android. Absolument, elle est téléchargeable sur les stores. Donc une campagne où la métropole nous appuie a été lancée dès hier. Elle va durer sur 3 semaines. Et effectivement, nous engageons tous les Toulousains à venir s'inscrire, à venir voir cette application et voir tout le, si vous voulez, outre les informations dont je vous ai parlé. Il y a bien sûr les fiches des commerçants, mais il y a également les bons plans, c'est-à-dire que chaque commerçant va pouvoir publier ses événements. Tiens les gars, ce soir je fais un apéro et je vous présente ma nouvelle collection. Tiens, pendant 15 jours, je vous fais 20% sur tel type de produit. C'est-à-dire toute une série de bons plans. Et la particularité de l'application, c'est qu'elle va être personnalisée pour chacun. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez aimer le jazz manouche et moi je vais aimer l'opéra. Et en fait, chacun a ses envies, ses choses, ses centres d'intérêt. Donc la première des choses qu'on fait quand on prend l'application, on personnalise en fonction de ses centres d'intérêt, parce que vous l'imaginez bien, sur une métropole toulousaine, si tout le monde avait accès à toutes les informations, ça en ferait des milliers par jour. C'est vrai. Donc en fait, on segmente ça et chacun reçoit ce qu'il a envie de recevoir. Alors, on a vu que pendant la crise qu'on a traversée en 2020, les commerces qui s'en sont le mieux sortis, c'est ceux qui avaient aussi initié une démarche, on va dire, digitale, avec du click and collect ou carrément de la vente en ligne. Est-ce que les commerçants toulousains sont bien armés pour aborder ce virage numérique? Alors, c'est un peu le constat que l'on a fait, car donc grâce à la convention et Toulouse Métropole, on a pris toute une équipe de jeunes alternants des écoles de commerce de Toulouse pour être en contact direct avec individuellement chaque commerçant qui s'est inscrit sur l'application. Et là, on s'est aperçu de quelque chose, c'est que le niveau de numérisation de Toulouse est bien inférieur à ce que l'on pensait. On est à 6%. Uniquement 6% des Sur commerces. notre échantillon de 1250 commerçants aujourd'hui, on a 6% de commerçants qui ont aujourd'hui un site de vente en ligne. Je dis bien un site de vente en ligne, c'est-à-dire le site internet de vente. C'est bien en deçà de tout ce que tout le monde nous annonce. Car en fait, on s'aperçoit que dans le temps, beaucoup ont fait des essais, beaucoup ont été déçus par des plateformes, beaucoup ont investi de l'argent et n'ont pas eu le retour sur investissement. Donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion et donc c'est le troisième volet de la convention qui est la numérisation, où là on se pose vraiment le problème de dire il y a des formations qui sont dispensées par la CCI, par la CMA, il y a un niveau de digitalisation des commerçants de l'autre qui est souvent pas en rapport avec les formations auxquelles ils participent, donc déception, soit parce que la formation est trop importante ou trop basique pour le commerçant. Donc on est en train d'imaginer, dans le cadre de cette convention, une évaluation du niveau numérique des commerçants d'un côté et une évaluation de l'offre de formation. Et vous espérez Pour ensuite- embarquer combien de commerçants? L'idée est de passer de l'idée- 6% à combien?
si vous voulez, l'objectif, on le verra bien, c'est le plus grand nombre. Mais la démarche, c'est on fait d'abord matcher les formations. On voit à partir de quel niveau de formation, d'information numérique, un commerçant est capable de se lancer. Et à partir de là, on les fait accompagner individuellement par les élèves des grandes écoles de commerce et de digitalisation de la ville. Et sur des projets pédagogiques sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'une fois que le commerçant est informé, il a fait sa formation, il n'est pas livré à lui-même. Il est accompagné par des jeunes qui, eux, maîtrisent ces techniques. Et donc, c'est une avancée ensemble. Et le dernier point qu'on imagine, on n'a pas encore trouvé le financement, c'est de dire il manque les outils au bout de cette chaîne. On a des commerçants formés, on a des jeunes pour les accompagner, mais il va manquer l'appareil photo pour faire... Donc, on imagine aujourd'hui de créer un Fad Lab au niveau de la métropole, avec tout le matériel nécessaire pour les petits commerçants, celui qui vient faire la photo de sa boîte de thé qu'il veut mettre en ligne, ou alors la photo d'un mannequin parce qu'il est vendeur de vêtements. Et on met tout ça en commun avec les ordinateurs, les programmes, des jeunes derrière, capables d'accompagner... Quel calendrier pour ce train de mesure? Parce qu'il faut aller vite, c'est ça. Voilà, c'est toujours la difficulté. Aujourd'hui, on est en contact avec plusieurs grandes écoles et c'est un projet qu'on est en train d'écrire et de finaliser parce que vous comprendrez, c'est pas facile à mettre en place. Mais je pense qu'on rentre là dans les semaines qui suivent, dans une période où il y a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de mal à trouver leur stage de fin d'année. Je pense qu'on va trouver un accord avec plusieurs écoles pour justement avoir à disposition ces étudiants dans le cadre d'un objectif précis qui va être d'abord d'accompagner, d'évaluer les commerçants, d'évaluer les formations dans le même temps, de manière à ce que dès la rentrée prochaine ou peut-être avant, on puisse mettre en place ce fameux accompagnement dès la rentrée prochaine avec les grandes écoles. Et le Fat Lab, ce serait la cerise sur le gâteau. La conséquence. Samuel Seth, ça fait déjà de longues années que la CPME alerte sur l'impérieuse nécessité pour les PME et notamment les petits commerces de se digitaliser. Vous aviez reçu, je me souviens, le ministre Majoubi qui était venu discuter des marketplaces au service des commerçants. Est-ce qu'aujourd'hui on voit qu'il faut accélérer, mais très très fort pour rattraper le retard? Seulement 6% des commerces digitalisés. Ce qui vient donc formaliser notre échec, puisque ça fait des années que nous en parlons et que nous n'avons pas toujours été entendus, donc c'est aussi une remise en question pour nous. C'est-à-dire comment on est en capacité de fédérer du monde autour d'un projet, autour d'une démarche de numérisation, puisque évidemment, rappelez-vous cette formidable étude de la BPI qui rappelait que 87% les chefs d'entreprise considèrent qu'ils ne sont pas concernés par la transition numérique et 94% d'entre eux considéraient que la transition numérique, c'était avoir un site internet. Donc ça veut dire qu'on a une révolution intellectuelle à mettre en œuvre qui peut s'envisager sur la vente, mais qui doit aussi s'envisager sur la numérisation des processus de production. Et rappelez-vous le discours à la conférence à laquelle vous avez participé, dans laquelle je disais que la numérisation des processus de production, ça s'envisage aussi bien pour un boucher, un vendeur de sandales, qu'une entreprise déjà plus structurée. Et je pense qu'il est intéressant, dans les deux discours qui sont tenus, je trouve qu'ils sont relativement complémentaires, puisque dans un premier temps, la relance keynésienne, comme Dominique l'a dit, est indispensable dans les moments que l'on vit, d'autant que c'est financé par nos impôts et qu'on s'estime relativement bien prélevé, donc autant que ça serve à quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on est plutôt orientés comme des chercheurs d'activité que comme des chercheurs de subventions. Donc on est naturellement orientés plutôt à afficher Ricardo et Hayek plutôt que Keynes. Mais enfin, vous êtes preneur de Keynes on est preneur de tout ce qui vient quand il passe. Surtout, je trouve que ça s'enclenche bien. On a d'abord un choc de demande à peut-être mettre en œuvre et ensuite un choc d'offres de notre part, c'est-à-dire par un élargissement des offres, par une augmentation de la satisfaction client. Et c'est ce qui d'ailleurs nous permettra de répondre dans de nombreux points à des géants du numérique, les Amazon et compagnie, puisque par une démarche de proximité très sensiblement supérieure à ce qui est proposé par des Américains de loin, je le dis avec une pointe d'ironie, eh bien, on est capable de faire de la proximité, on est capable de faire du service, et je pense qu'il faut que tous nos commerçants mettent ça en œuvre. Je dirais un dernier point. Ceci s'envisage avec la maturation d'un marché. C'est-à-dire, comme l'a dit à juste titre Philippe, il y a eu pendant des années tout un tas de prestataires de services, peut-être indélicats, ou parfois découvrant eux aussi le marché, qui ont pu faire emmener nos commerçants dans des directions qui
qui ont finalement été des impasses. Et donc, il est important, nous, que ce soit élus, nous, organisations patronales, organisations structurées professionnelles, donc les branches, qu'on travaille de concert justement pour pousser ce genre de choses. Et à la limite, j'ai envie de me féliciter que ici ou là, chacun pousse son application. Ça veut dire qu'au final, restera la meilleure. Et je trouve que c'est dans l'esprit finalement entrepreneurial. Moi, ça ne me déplaît pas. Alors Dominique Faure, Philippe Léon a l'ambition de faire revenir les consommateurs au centre-ville, au centre des villes, hein, pas que Toulouse, mais aussi les villes de la métropole. Est-ce que le numérique n'est pas aussi un moyen d'amener le centre-ville à proximité des consommateurs, même s'ils restent chez eux, mais ça peut être la boutique qui, grâce au site internet, va à la rencontre du consommateur. En fait, l'ambition portée par la Fédération des associations de commerçants, elle est complètement partagée. Comme l'a dit Philippe Léon, on travaille sur une convention. Et cette transition numérique qui traverse notre société, il faut effectivement que nous arrivions ensemble à embarquer nos commerçants. Il faut qu'ils soient intimement convaincus que ça va être vecteur de développement de leur chiffre d'affaires pour qu'ils embarquent. Mais il faut voir qu'il y a une résistance au changement d'une façon générale, hein, en France. Et donc, il faut être patient. Je pense qu'on ne peut pas parler d'échec. Je crois qu'il faut qu'on mette tous notre pierre à l'édifice pour faire en sorte que cette plateforme qui est en cours de développement et qui est même développée, puisque Philippe Léon nous annonçait qu'elle était en ligne depuis hier. Donc je veux sans même souligner qu'on est plus que convaincus. On met quand même beaucoup d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros sur le développement de cette plateforme qui ont été, dans le cadre d'une subvention donnée par la métropole à la fédération. Et en même temps, un énorme plan de communication qui démarre aujourd'hui, qui accompagne, parce que la plateforme en ligne, c'est bien, mais ceux qui sont éloignés du digital, si on ne communique pas sur des 4x3 sur le fait que cette plateforme existe, on a moins de chances d'embarquer nos commerçants. Ensuite, sur nos consommateurs, moi je pense que cette révolution est en train de se conduire et ce que j'espère au travers de cette plateforme, c'est que on va pouvoir grignoter quelques parts de marché avec nos commerçants de centre-ville, dans nos communes comme dans Toulouse, qui sont de vraies pépites, qui sont des vrais lieux de bonheur, vous avez dit, réenchanter notre quotidien, et je pense que c'est vrai. J'espère qu'on va gagner des parts de marché au travers de cette plateforme par rapport à ces grands acteurs de l'économie numérique qui sont présents sur notre territoire. Mais quand même, je pense qu'il nous faut rapprocher nos citoyens de nos commerces de proximité, parce que c'est des lieux de vie, c'est des lieux de lien social, ça n'est pas seulement que des lieux marchands. Et du coup, ça va être un accompagnement au long cours, parce que lancer une application, après, il faut la faire vivre, il faut s'assurer que les commerçants soient bien formés, se l'approprient, que les consommateurs le connaissent. Ça veut dire que l'accompagnement de la métropole peut aller au-delà de 2021 sur ce grand volet de digitalisation des commerces. Philippe, je vous repasse la parole après. Oui, absolument. Donc aujourd'hui, la convention stipule un accompagnement sur 2020, 2021, 2022, mais les montants sont tels qu'on espère que derrière, la fédération aura développé une plateforme et sera derrière bien finalisée. Nous, on investit dans la com, je l'ai dit, et l'idée, c'est que derrière, elles vivent seules, puisque nous, on est vraiment là pour accompagner le monde économique d'une façon générale pour cette relance. Et on est là pour amorcer, on est là pour démarrer de nouveaux modes de consommation, mais on n'est pas là pour vivre, et Samuel l'a dit, on n'est pas là pour être au chevet des entreprises ou des commerçants dans la durée. Alors, Philippe Léon. Oui, tout à fait. Justement, si vous voulez, c'est un peu ce qui est exceptionnel dans cet accord avec la métropole, c'est qu'il y a cet accompagnement dans la durée. Et si vous voulez, cet accompagnement dans la durée va permettre, et ça fait partie de l'accord, de faire évoluer cette plateforme pendant les 3 ans à venir. Donc on a 3 ans d'évolution programmée avec des fonctionnalités sur lesquelles on a discuté, où on est d'accord, sachant que on ne pouvait pas dès le premier jour tout faire. Donc il y avait une première liste qui est opérationnelle, et pendant les 3 années à venir, on va continuer à développer des applicatifs justement pour enrichir cette plateforme. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est justement que c'est pas un one-shot, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc installer une application de ce type dans une métropole comme Toulouse, qui est la 4e de France, ça va prendre un peu de temps, on en est tous conscients, mais je veux dire, on a la visibilité et la durée. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui nous manque dans notre quotidien de chef d'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid, on n'a pas une visibilité à 6 mois. On ne sait pas où on va.
C'est si la vous voulez, difficulté. avec l'accord avec la métropole, on part sur 3 ans et on sait où on va et on sait ce qu'on a à faire. C'est exceptionnel. Si vous voulez, nous, on est membre de la CAMF. La CAMF, c'est les commerçants artisans des métropoles de France. Je veux dire, on a les 18 grandes métropoles, plus grandes villes françaises avec nous. Quand je leur explique l'accord qui a eu lieu avec Toulouse Métropole, ils me disent mais viennent nous voir, explique à nos élus, c'est unique en France, explique à nos élus comment vous avez fait, comment vous êtes mis d'accord. Ils en rêvent tous. Donc on a quand même une chance exceptionnelle à Toulouse d'avoir été, nous les petits commerçants, entendus par la métropole. Je veux dire, ça, il faut qu'on en a bien conscience. Alors parmi les commerces qui font vivre les centres-villes, il y a aussi les cafés, les restaurants. Alors on commence à voir quelques éléments, en tout cas sur les protocoles sanitaires qui risquent de s'appliquer d'ici l'été. 50% de jauge à l'intérieur et après plutôt privilégier les extérieurs. Est-ce que déjà ces éléments de prévisibilité vous aident, vous commerçants, à pouvoir dimensionner la main-d'œuvre, les achats de marchandises? Si vous voulez, il faut comprendre quelque chose. Un centre-ville aujourd'hui, que ce soit Toulouse ou n'importe quel centre-ville, est un centre de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre prochain magazine là, qui sort d'ici la fin du mois, nous avons une étude d'AIDS où Arnaud Ernst, qui est l'un des directeurs, nous explique que ça fait 10 ans que l'on ne vient plus en centre-ville pour faire du shopping. On vient en centre-ville pour passer un moment, avoir une expérience de vie, rencontrer des amis, aller au restaurant, prendre un verre, aller prendre une tasse de thé. Je veux dire, c'est la réalité. Donc, effectivement, l'ouverture des restaurants et des bars va être un moment clé de la relance. Je veux dire, on ne peut pas parler de relance du commerce tant que l'ensemble des activités d'une ville n'est pas en marche. Et ça inclut, bien entendu, les centres de sport et l'événementiel, qui peut-être vont mettre un peu plus de temps à être débloqués. Mais tant que tout ça ne sera pas remis en place, on ne pourra pas parler de retour à la normale. Samuel Sett, vous vouliez réagir? Oui, en ne perdant jamais de vue qu'une réouverture à 50%, par exemple, c'est considérer qu'une structure pourrait être rentable en exploitant uniquement 50% de ses ressources de production, ce qui est une hérésie. Donc il y a la réouverture par rapport au respect sanitaire, il faut envisager la réouverture par rapport à l'aspect économique. Et je pense que les deux, à minima, vont de pair. Et on doit sans arrêt, mais ça en tant qu'entreprise on a l'habitude de le faire, gérer nos risques. Quels sont les risques de faire telle ou telle chose et quels sont les gains potentiels autour de cela. Donc dire je réouvre à 50% après qu'on ait mangé, il n'y a pas d'autre terme, 1 an de Covid et de stop and go et de relance d'activité avec des secteurs très axés sur le service et donc sur la ressource humaine qui sera aujourd'hui disparate, qu'il va falloir donc remobiliser, ça va être une gageure. Et je pense qu'il faut qu'on envisage la chose, non pas en termes de possibilité de 50%, parce que là on revient encore avec les flux nationaux, c'est-à-dire l'État fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire traiter des masses et dire que ce sera 50%. Non, il faudra peut-être travailler, s'appuyer plus sur l'élu local et plus dans une démarche de proximité pour déterminer que telle activité peut ouvrir à tel effectif ou tel effectif et suivant telle possibilité ou suivant tel protocole. Parce que sinon, on va encore recréer une difficulté dans la relance. On a bien vu la vigueur avec laquelle l'activité a repris en juin, quand l'été est arrivé, les beaux jours, enfin tout ce que ça a impliqué. Profitons de ça, ne le gâchons pas. Et cet enthousiasme-là, il va falloir vraiment le protéger et mettre en œuvre un certain nombre de points principaux économiques. Je termine là-dessus, à condition que le gouvernement soit en capacité de tenir ses engagements, à savoir 100% de la population vaccinée à fin août, ou en tout cas l'immunité collective atteinte. Très bien. Alors, et vous dites en creux, ce qu'on comprend, c'est que des jauges à 50%, ça oblige à atteindre une équation économique qui va être difficile, donc à ne pas arrêter les aides, même quand les restaurants auront rouvert, notamment. Ça, c'est la moindre des choses. Je veux dire, revenons sur des bases économiques. Vous avez des charges fixes importantes, notamment dans la restauration, qui sont notamment les plus grosses dépenses, sont les locaux et ensuite les ressources humaines. Et donc, en conséquence, si vous limitez les capacités à rembourser, je me permets de rappeler encore un élément. On va devoir rembourser nos PGE, on va devoir rembourser les reports de charges, en tout cas les payer, commencer à les payer. Quand vous avez un restaurateur qui a 100 couverts,
il ne va pas tout à coup en avoir 500 ou 600. Il y a eu des efforts qui ont été faits, notamment en ville de Toulouse, mais pas seulement d'ailleurs, où on a pu occuper l'espace public. Ça a pu augmenter notre capacité de production. Mais si vous avez une cuisine qui a une superficie déterminée et une équipe, vous ne pourrez pas aller bien plus loin. Donc il faut voir ce que l'on peut faire et comment on peut rattraper est un terme inadapté peut-être, mais pour bien me faire comprendre, le retard important que l'on a pris et donc réduire la létalité de nos entreprises. Dominique Faure, on voit en discutant que ces aides vont devoir perdurer bien après l'été, alors que l'immunité collective aura été atteinte parce qu'il faut reconstituer les chiffres d'affaires et c'est très long. Est-ce que vous avez abondé le fonds local qui a été que pilote la région et qui permet de soutenir les commerçants, notamment dans la prise en charge d'une partie des loyers? Est-ce que ce fonds a vocation à durer et si oui, combien de temps? Alors en fait, je rappelle qu'on est sur 2 volets, que c'est à l'initiative du maire de Toulouse et président de la métropole Jean-Luc Moudinque que ce fonds est né en partenariat avec la région, comme vous le disiez, le conseil régional, qu'on finance ce fonds à 50-50 avec la région, qu'il a 2 volets. Le premier est très intéressant parce que c'est celui qui permet, pendant cette crise et pendant que nos établissements sont fermés, de se préparer à un futur protocole sanitaire. Donc aujourd'hui, c'est pas moins de 5 000, 10 000 euros par commerce qui sont donnés aujourd'hui à environ 130 commerçants et qui ont permis d'investir. Donc on est là sur du soutien à l'investissement pour équiper leur commerce et se préparer à un futur protocole sanitaire. On espère pas plus contraignant que celui qu'on a connu avant ce reconfinement. Donc ça, c'est un des volets de ce fonds local. Le dernier que vous citiez, qui est celui du soutien au loyer, on s'est rapidement aperçu, fin d'année dernière, qu'en complément des 3 grandes aides de l'État, que sont le PGE, on en a parlé, le chômage partiel, et puis le FSE, donc le Fonds de solidarité aux entreprises, il restait une toute petite place pour les loyers et qui faisait qu'encore un certain nombre de commerces souffraient quand leurs propriétaires ne voulaient pas décaler les loyers. Et donc, on en est à, je crois, 1200 entreprises pour environ 1,2 million 1,250 000 aujourd'hui que nous avons attribué. Alors à la question, pendant combien de temps, je préside effectivement par délégation du maire président avec Nadia Pelfig ce comité. Donc aujourd'hui, jusqu'à fin juin, on va poursuivre, mais je pense qu'on va réétudier ce sujet à l'aune de à quel moment le déconfinement aura lieu. Pas question qu'on rembourse ou qu'on accompagne sur des loyers à partir du moment où on sera réouvert. Alors réouvert à 50%, et c'est évident que la réflexion mérite d'être menée à ce moment-là. Très bien. Alors Mathieu Roudier, dans le BTP, quand on préparait cette rencontre, vous me disiez, nous on va être confrontés quand même à un problème de recrutement. C'est-à-dire que votre secteur recrute, vous allez nous dire combien pour la Haute-Garonne, et paradoxalement, vous avez du mal à trouver de la main-d'œuvre alors que le chômage augmente. Ça va être un vrai frein pour votre reprise, vous, sectorielle ? Alors pour vous donner un chiffre, effectivement, on est toujours en tension depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, sur le département, on estime les postes à pourvoir à environ 4 500. Donc voilà, donc aujourd'hui, on engage un certain nombre d'actions, notamment de communication, auprès des jeunes, auprès du personnel en reconversion, pour leur dire, voilà, nous sommes à même à vous recruter, à vous former pour venir dans nos secteurs d'activité. On espère simplement, encore une fois, que l'activité nous permettra de maintenir ces postes à pourvoir et de maintenir nos emplois. On a réussi en 2020 à maintenir des niveaux d'activité et en tout cas dans nos entreprises on n'a pas licencié. La variable d'ajustement malheureusement a été l'intérim. Aujourd'hui, si on veut se remettre en mouvement, il faut que nos carnets de commandes se remplissent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une reprise en trompe-l'œil. Donc je profite de votre présence pour vous dire que voilà, ce qu'on attend de grandes collectivités comme Toulouse Métropole, c'est évidemment des grands projets. Alors vous voulez porter le Grand Batabio, la 3e du métro, qui ont vocation derrière, puis l'arrivée peut-être un jour du TGV. C'est des projets qui ont vocation derrière à drainer énormément d'investissements privés, publics autour, donc à porter notre activité. On attend également, là c'est plutôt la mairie, de vraiment mettre le paquet sur
les instructions de permis. Pourquoi ? Parce qu'on sort d'une période électorale aggravée par le Covid qui n'a pas vocation à instruire beaucoup de permis. Donc derrière, ça fait depuis le mois de juin, je crois qu'avec la Fédération des promoteurs, on s'inquiète. Et malheureusement, les faits sont têtus. Il y a une contraction des permis qui font que les volumes d'activité ne seront pas au rendez-vous. Donc je maintiens que nous sommes en tension. On fait ce qu'on peut pour attirer les jeunes et les personnes en reconversion professionnelle vers nos métiers. Mais un chef d'entreprise va être pragmatique et résilient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va regarder son carnet de commandes. Son carnet de commandes, il n'est pas bon. Vous avez la au second semestre. visibilité sur combien de semaines ou combien Le de second mois semestre 2021 nous pose souci. On est sur des cycles longs, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre régulièrement les élus pour voilà, leur dire qu'on est très préoccupés. Je rappelle simplement un chiffre. En 2008, on est dans une crise qui est bien moindre que celle qu'on vit aujourd'hui. Pour l'instant, on ne mesure pas tous les effets. On est sur une contraction de PIB de 5%. On a perdu 5000 emplois sur la métropole toulousaine. On a mis 8 ans à recouvrir le même taux d'employabilité. Donc aujourd'hui, si vous voulez, quand on dit qu'on est préoccupé, c'est que les chiffres ne sont pas bons, nos carnets de commandes s'amenuisent, donc nos entreprises, j'évoquais les problèmes que nous avions, des problèmes structurels de faible marge, d'entreprises sous-capitalisées, vont rentrer dans des périodes de perturbation, c'est une espèce de dommage un peu collatéral, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en 2020 on a réussi à, enfin c'est le cas, je crois qu'on a tous été à la hauteur pour reprendre les chantiers et que nos compagnons travaillent en sécurité, enfin, on a tous été à la hauteur à ce niveau-là. Simplement aujourd'hui, nos entreprises sont, enfin, en tout cas, très préoccupées. Et il y a un élément de préoccupation supplémentaire, c'est le PLUIH, le plan local d'urbanisme intercommunal et habitat, qui risque d'être remis en cause par des recours juridiques. Hein. Oui, donc ça vous inquiète, vous, Fédération du bâtiment ? Évidemment, ça nous préoccupe, puisque quelque part, ça risque de toucher et les permis en cours et les permis non purgés. Donc ça a vocation à créer des perturbations et à aggraver quelque part ce trou d'air prévisible. Voilà. Donc on sait aujourd'hui que Airbus va mettre un certain temps à réinvestir, notamment dans son fonctionnement, que derrière, par suite, sa constellation de sous-traitants, le tertiaire, les consultants vont être dans la même inertie. Donc aujourd'hui, on compte vraiment sur les acteurs majeurs que sont Toulouse Métropole, sur le département, la région, pour avoir cette approche keynésienne et nous aider à franchir, à tuiler sur une période qui risque d'être difficile pour nous. Dominique Faure, l'avantage c'est que quand même dans ce territoire il y a des projets, hein, Mathieu Roudier l'a cité, Grand Matabio, la 3e ligne de métro, des AC, Palefica qui sont presque au début de l'exécution. Est-ce que c'est quand même une chance pour notre territoire quand on se compare, on se rassure par rapport à d'autres ? Oui, alors en fait, je voudrais quand même insister sur le fait qu'on est sur une économie qui est très cyclique et que, vous l'avez cité, on est post-élection. Donc le président de notre métropole a été élu au mois de juillet et je crois que nos concitoyens ne nous pardonneraient pas de ne pas se poser pour réfléchir collectivement, les 37 maires et autour du président, pour savoir ce que nous allons porter comme investissement sur les 6 ans qui viennent. Donc même si on a la chance d'avoir une gouvernance qui est très proche de la gouvernance précédente, puisque le maire a été réélu et le président aussi, mais je pense qu'il faut être lucide sur le fait que moi qui viens du monde économique, qui viens du monde de l'entreprise, on ne peut pas avoir la même continuité. On est obligé à un moment donné de réfléchir, de porter une vision, de voir et de prendre en compte les baisses de dotation de l'État, les possibles baisses. Qui sait dire aujourd'hui qui sera président de la République en 2022 ? Qui sait dire ce que ce futur président de la République décidera en matière de dotation des collectivités locales ? Je voudrais rappeler que le gouvernement précédent, pas le gouvernement actuel, mais a pris des décisions drastiques en matière de dotation globale de fonctionnement. Et quand on sait que l'investissement, il est quand même porté en très grande partie par l'épargne nette,
eh bien, il faut donc qu'en fonctionnement, les collectivités génèrent suffisamment d'épargne pour être capable, avec un emprunt qui est évidemment en ce moment très intéressant parce que les taux sont bas, être capable de porter, comme je pense on va porter autour, sur les 6 ans qui viennent, d'1,6 milliard, 1,7 milliard d'investissements. Mais pour autant, j'entends, et franchement, vous avez la chance d'avoir un président et une équipe autour de lui qui sommes conscients des difficultés du monde économique, qui bossons de façon incroyable pour vous comprendre, vous écouter et passer à l'action, mettre la pression sur les services pour que les commandes sortent. Mais je ne peux pas ne pas vous dire qu'il faut être un peu patient pour ce qui concerne la métropole, parce qu'il faut qu'on vote notre PPI, notre plan pluriannuel d'investissement. Il faut qu'on vote le budget. On est là sur une trajectoire en 2021 qui pourrait être autour de 400 millions d'euros d'investissement. On est déjà au mois d'avril quand on va le voter, au 1er avril. Donc tous ces éléments sont des éléments extrêmement engageants, mais dans le monde institutionnel des collectivités locales, il nous faut quand même nous poser, débattre, voter, passer à l'action. Et pour ce qui est de nos partenaires, que sont le département et la région, comme vous le savez, il y a des élections au mois de juin. Donc c'est vrai que pour vous, entre le Covid et cette année électorale, ce sont des années difficiles. Samuel Seth, vous vouliez réagir ? Oui, vous avez 2 opportunités. Vous avez celle de la commande publique, mais vous avez aussi celle qui est dans le traitement, qui n'est peu coûteuse, celle-là. C'est celle d'augmenter la rapidité de traitement des permis. La Fédération du bâtiment a attiré notre attention à plusieurs reprises là-dessus et a attiré directement votre attention là-dessus sur le fait qu'il pouvait y avoir des gains aussi dans le traitement. Il y a eu des ralentissements de traitement des permis qui donc là sont sur des opérations qui sont financées. Ça, par exemple, ça fait partie des actions que vous pouvez largement mener, qui n'ont pas de coût réel à supporter, mais qui, au gré de peut-être certaines réorganisations, ou je ne saurais dire, en tout cas démarches d'activation eu égard à l'urgence, qui pourrait permettre de libérer des éléments. Et ensuite, je voudrais préciser un point. Ça, Mathieu l'a pas dit par humilité, je pense, mais 4500 postes à pourvoir, et la Pôle emploi nous fait référence au fait qu'il y a dans ces fichiers près de 7000 personnes qui pourraient répondre. Donc ça veut dire qu'il y a du personnel dans ces emplois du bâtiment. Et deuxième élément, il est important aussi de préciser que la Fédération du bâtiment propose des niveaux de salaire supérieurs à la moyenne. Donc on est sur des typologies d'emploi de long terme. Pardon de faire l'article pour toi, Mathieu, mais c'est une équipe apparemment. Assurément. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des offres, il y a des perspectives. Et à ce qu'on retienne une chose de mon intervention là, j'aimerais que soit retenu que certes, on veut bien entendre qu'il faille se poser. Vous avez, selon toute vraisemblance, conscience de l'urgence, très bien. Mais vous avez aussi la possibilité de débloquer des dossiers par un traitement peut-être plus rapide des dossiers. Sur les permis de construire, Dominique Faure. Oui, en fait, je me suis mal fait comprendre, mais je ne parlais pas que de la commande publique tout à l'heure. Quand je disais qu'on avait besoin de se poser, notre politique, les maires, puisque c'est les maires qui délivreront les permis de construire et pas la métropole, notre politique publique en matière d'habitat, elle nécessite une réflexion très importante. Parce que la première des réflexions, c'est de se dire l'attractivité économique de la métropole, qui est à l'origine de la croissance démographique. Quelle va-t-elle être, notre attractivité ? Nos 8000 habitants nouveaux par an, qui nécessitaient la construction de logements que nous avions en moyenne ces dernières années, et plutôt 15 000 à l'échelon de la métropole, mais 8 000 à l'échelle de la ville de Toulouse. Est-ce que cette croissance démographique, qui était quand même très tirée par l'attractivité économique, va-t-elle continuer ? Donc quand on est maire, quand je vous dis qu'on se pose pas seulement pour investir, bien sûr, on réfléchit pour investir, mais aussi pour définir notre politique en matière de logement. Quel type de logement pensez-vous que les modes d'habiter en 2021, 2022 et les années suivantes vont être les mêmes que ces dernières années ? Pensez-vous aujourd'hui, avec ce que l'on vient de vivre, que des appartements sans balcon puissent être aussi facilement proposés à nos concitoyens. Donc je pense que je m'étais mal fait comprendre, mais sur le plan de la réflexion, il y a aussi une réflexion en matière du mode d'habiter, en matière de permis de construire. Alors après, les accélérer, je pense que la métropole a une bonne cadence. En tout cas, moi, la métropole instruit mes permis. On tient les délais. Je pense qu'il ne faut pas confondre la décision politique du maire qui ralentit parce qu'il n'est pas certain que le projet qu'il portait au précédent mandat avec le Covid, il continue de le porter en matière de logement. Donc il est en train de réfléchir et on sait que déjà
les maires réfléchissent beaucoup après les élections et qu'il y a toujours un petit temps dans lequel les permis ne sortent pas, mais tout simplement parce qu'il faut le temps de porter une politique en matière de logement. Et en même temps, on a ce Covid qui fait que le logement, il est nécessaire si la croissance démographique est toujours là. Mathieu Roudier, sur ce point-là. Oui, donc on comprend évidemment la respiration démocratique, on comprend également la réflexion aujourd'hui qui a été portée lors des dernières élections, notamment sur le développement durable, sur ce que vous évoquez. Simplement, voilà, moi il est de ma responsabilité de vous dire qu'aujourd'hui, on se posait la question de si on allait maintenir justement ces propositions d'emploi. Aujourd'hui, si la croissance démographique est en recul, si les projets sont décalés, voilà, ça n'a pas vocation, si vous voulez, nous, en tant que chef d'entreprise, à investir, à embaucher. Et c'est peut-être, on devra réduire le périmètre parce que justement, ce que vous évoquiez tout à l'heure, on a les yeux rivés sur le carnet de commandes. Aujourd'hui, on est inquiet. Voilà, donc j'entends tout ce que vous dites. Bon, je veux juste porter à votre connaissance qu'on est une activité fragile et que quelque part, un trou d'air de 6 mois, beaucoup ne s'en relèveront pas. Et c'est là, excusez-moi Gilles, mais c'est là que la commande publique va prendre le relais. Et là, on va jouer notre rôle. Parce que là, les grands projets que vous citiez, le président les porte de façon avec beaucoup de détermination. Et donc, aussitôt que le budget va être voté, 1er avril, je pense que vous allez avoir, et puis Pierre Trottmann, mon collègue vice-président à la commande publique, a pour habitude en début d'année, donc là ça va peut-être se faire dans les 2 mois qui suivent le vote du budget, de donner des orientations sur quels sont les appels d'offres qui vont sortir pendant l'année. Donc là, oui, l'acteur public que nous sommes, on va accélérer nos commandes publiques parce que là on sait où on va, les projets sont portés avec détermination. Très bien. Peut-être dernière question pour terminer, Samuel Sett. Vivre avec le virus, ça va vouloir dire vivre avec son PGE et surtout le remboursement de son PGE. Quelle est la position de la CPME sur cette question-là? Est-ce qu'on peut imaginer, la BPI est garante de ces prêts qui ont été garantis par l'État via la BPI. Est-ce qu'une transformation en obligation, ça pourrait être une façon de lisser un petit peu le remboursement de cette dette sur 8 ou 10 ans et non pas 4? Alors, il y a une réflexion globale qui a été mise en œuvre à des degrés divers d'ailleurs sur les PGE. La réflexion sur l'obligation en est une. Les prêts participatifs, on voit que l'État a modifié certains textes pour pouvoir instaurer ce type, sinon de financement, mais en tout cas d'aide de court terme. Mais ça veut dire aussi une révolution un peu copernicienne, puisque dans chaque démarche, il y a des corollaires qui ne sont pas toujours acceptables pour une chaîne d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure. D'ouvrir son capital. Par exemple. Et puis il y a aussi les faits qui vont nous rattraper. C'est qu'au moment où on parle, un grand nombre de nos chefs d'entreprise ne seront financièrement pas en capacité de rembourser cet endettement-là. Donc il va nous falloir avancer. Je crois que le gouvernement l'a parfaitement compris et a voulu donner parfois de l'air en permettant de faire une année de franchise supplémentaire, de manière à pouvoir nous aussi réfléchir sur le développement de notre activité, parce qu'en réalité, les principaux problèmes qui se posent à nous, c'est la reprise. Et puis envisager si les changements que nous constatons et dans lesquels nous sommes acteurs en tant qu'entrepreneurs et offreurs de solutions sont conjoncturels, sont structurels. Et on sait qu'on est dans une région à forte implantation aéronautique où ces questions se posent et ont un coût et un poids bien plus important. Les gens vont-ils reprendre l'avion? Est-ce qu'on va désormais faire appel à la visio, pour être très schématique? C'est des questions que tout le monde est en droit de se poser et finalement on a assez peu de réponses à donner. Donc premièrement, sommes-nous en capacité de rembourser? Absolument pas au moment où je parle. Il faut donc trouver des solutions alternatives, rallonger la maturité des financements, transformer les modalités juridiques de ce financement, sont des solutions. En tout état de cause, le PGE n'est pas le seul endettement des entreprises, puisqu'il représente quand même une part infime dans l'endettement et les reports. Il y a les reports de charges, il y a tout un tas d'autres éléments qui interviennent. Très bien, donc encore du travail pour accompagner cette sortie de crise et cette reprise. Merci Dominique Faure de nous avoir fait le plaisir de venir débattre avec nous. Merci Philippe Léon, Mathieu Roudier, Samuel Sett. Merci également Miguel Mestre de nous avoir accueillis dans cette salle de sport pour symboliser un petit peu ces entreprises à l'arrêt que nous espérons voir redémarrer très rapidement. Et je vous dis à très bientôt sur CPM 31 TV.